Bonjour à toutes et à tous pour ce 47e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le vendredi 29 janvier, an de disgrâce 2021, à 2 jours ou 3 jours d'un reconfinement annoncé, programmé, et certains d'ailleurs au gouvernement, je ne sais pas si c'est Véran ou je ne sais trop qui, demandent à ce qu'il soit très sévère, très rigoureux. Bon, alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ceux qui se rebellent aujourd'hui, comme ce restaurateur de Nice, ont été mis en garde à vue, mais il y a aussi, pensons à notre ami Benedetti, Yvan, qui est mis en garde à vue pour une affaire, une manifestation contre le mariage pour tous, qui remonte à 2019, et malheureusement, il a eu l'air de déplaire aux autorités à ce moment-là, ou à je ne sais qui, exactement comme Génération Identitaire, qui se mettent en travers de la délinquance, parce qu'il s'agit bien d'appeler de la délinquance, mais c'est devenu un crime que de s'opposer à la délinquance, c'est-à-dire au passage clandestin de gens qui sont des clandestins et qui vont vivre au crochet de la nation. Alors, nous avons pour invité un personnage remarquable et tout à fait remarqué, qui est Jérôme Bourbon. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous et tous mes vœux à l'orée de cette nouvelle année et de cette nouvelle décennie. Oui, que la vie vous soit non pas la plus légère, mais en tout cas déjà la moins lourde, ça serait déjà ça. Alors de quoi parle-t-on ? On peut commencer par le 70e anniversaire de Rivarol. Très volontiers, oui, nous venons de célébrer notre 70e anniversaire, puisque nous avons été fondés le 18 janvier 1951 et nous avons paru sans discontinuité, tant à la fois en kiosque que par abonnement, depuis 7 décennies maintenant. Nous avons traversé 2 républiques, la 4e et la 5e. Nous avons connu 10 présidents de la République, de Vincent Auriol jusqu'à Macron. Et nous sommes toujours debout, grâce aux lecteurs, grâce à leur fidélité inlassable. Sans interruption, sans aucune interruption. Sans faillite. Il n'y a eu aucune faillite, mais malgré des saisies, le record étant sous De Gaulle d'ailleurs, des dizaines de procès, des dizaines et dizaines de milliers d'euros d'amende et de dommages et intérêts, mais enfin nous sommes toujours là, et nous avons donc publié un numéro qui, je crois, à bien des égards est historique, puisque, au fond, on reprend des contributions particulièrement brillantes, coruscantes et prophétiques de Cousteau, notamment sur la submersion du monde blanc. Cousteau, le frère du Pierre-Antoine Cousteau, absolument. Mais qui était une grande plume. Voilà, du commandant de la Calypso, voilà, son frère. Qui, à la Libération, avait été condamné à l'indignité nationale. Oui, et qui, dans un procès, avait été particulièrement brillant, il n'était pas du tout versé sur la repentance, et donc c'était une grande plume de Rivarol. Il a écrit dès sa libération en 53, je crois, jusqu'à sa mort, hélas d'un cancer foudroyant en fin 58. Et donc, dans ce qui constitue une forme de testament politique et spirituel, en quelque sorte, il écrit un magnifique article que nous avons reproduit en intégralité dans cette édition datée du 27 janvier, qui sera disponible pendant 8 semaines en kiosque. Rivarol continuera à apparaître bien sûr chaque semaine, mais celui-ci restera Il faut le réclamer à votre kiosque. Soit à votre kiosque. Commandez-le. Voilà, commandez-le, même en plusieurs exemplaires. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez le commander aussi à nos bureaux ou le prendre sur Internet, sur notre site rivarol.com. Mais donc, cet article, nous l'avons reproduit en intégralité, être ou ne plus être, et donc où il annonce de manière prophétique la submersion de Cousteau, du monde blanc. Et il y a un autre article prophétique également du même Cousteau, où il annonce avant même le retour au pouvoir de De Gaulle, son retour pour larguer l'Algérie. Et quand on le relit après, il n'y a pas un mot à changer. Et ça, c'est vraiment les plus grands. Quand on est capable de les relire, c'est un peu comme Bardèche. Vous relisez Bardèche aujourd'hui, plus vous le lisez, plus il a raison. Quand on relit Nuremberg aux lettres promises, ou même la lettre à François Mauriac sur l'épuration, puisqu'on est dans un régime permanent d'épuration, finalement. Bon. Et donc, et sur le régime de la jurisprudence. Ça n'a jamais cessé. Voilà, jamais. Absolument. Et la jurisprudence de Nuremberg continue plus que jamais. Et ce qui détruit nos institutions, notre société, notre civilisation. Alors les Bardèches ont été réédités par Contre-Culture. C'est une excellente initiative. On les en félicitera jamais assez, parce que c'est vrai que c'est remarquable de faire connaître ces ouvrages qui n'ont pas pris une ride. Et là encore, c'est vraiment à cela que l'on voit les plus grands, c'est que plus le temps passe, plus ils ont raison, plus ce qu'ils disent est pertinent. Alors que vous lisez beaucoup d'auteurs, ça a vieilli, ça apparaît comme complètement
démodé ou même complètement obsolète, ou voire même complètement erroné. Et là, en l'occurrence, c'est le contraire. Donc, Cousteau, Rebatté également, il y a un article très intéressant sur le gaullisme, très dénonciateur, parce que maintenant, dans les milieux dits souverainistes, forcément, comme ça, toujours de mal en pis, il y a des gens qui ont une certaine sympathie pour De Gaulle, mais si on regarde les choses objectivement, il a été le plus grand commun diviseur du pays, tant en 40 qu'au moment de la fraude d'Algérie, et puis que ce soit ses réformes sur le plan éducatif ont été absolument catastrophiques, avec Fouché, avec Edgar Faure, que ce soit, il a rétréci la France, il l'a rendu plus petite qu'il l'avait connue. C'était la poursuite du plan Langevin-Vallon. Absolument, du le 37, oui. Voilà, le 47, c'était des plans totalement communistes. Absolument. Alors, c'était très sympathique, au moins dans le principe, mais ça a conduit à l'engorgement des à la massification de l'enseignement. À l'asphyxie. C'est comme la bagnole pour tous. À un moment donné, on circule plus parce que tout le monde est sur l'autoroute en même temps. Et l'université, ça donnait mai 68, parce que 68, on l'a oublié un peu. On était à la fin des 30 Glorieuses. Pas tout à fait. Mais presque. Presque. Et la révolte a été une révolte des chômeurs étudiants. Des futurs chômeurs étudiants. Il y avait cette hantise. Si on cherche bien, on le retrouvera dans les témoignages de l'époque. Alors, à cette époque-là, il n'y avait que 300 ou 400 000 chômeurs pour toute la France. C'était le plein emploi assuré, mais déjà, le spectre du non-emploi se profilait. Mais d'ailleurs, c'est Chirac, qui était secrétaire d'État, je crois, à l'époque, qui a créé, c'est son premier poste ministériel, qui a créé la NPE, l'Association nationale pour l'emploi, en 1967. Donc, c'est dire que ça commençait à venir, quand même si à l'époque, évidemment, ça n'atteignait pas le niveau que l'on connaît, hélas, aujourd'hui. Donc, pour en revenir à ce 70e anniversaire de Rivarol, peu de publications peuvent se vanter d'avoir atteint les 70 ans. Et donc... on dira que votre publication est confidentielle. Tout est relatif, mais elle existe. Mais elle a un gros impact, elle est prescriptrice, et on peut être sûr que M. Zemmour la lit très assidûment. Ça, je l'ignore. Oui, on peut le supposer. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, donc des articles de Rebatté, de Cousteau, de Brignot, qui était quand même un grand polémiste et pamphlétaire. Et donc, vous verrez, il y a pas de tout. Y a-t-il Robert Poulet? Non, on n'a pas mis Robert Poulet. C'était une grande plume aussi. Oui, c'est vrai, tout à fait. On le remettra peut-être à l'occasion de notre 3500e numéro, puisque on le fait dans quelques mois, donc on aura d'autres occasions de revenir sur ce qui n'a pas été dit. Non, il est vrai qu'il a été une grande plume et un grand critique. Oui. Et donc voilà, vous pourrez voir cela. Bon, il y a aussi le traitement, bien sûr, de l'actualité, mais je crois que c'est intéressant, notamment pour les plus jeunes ou des gens qui ne nous connaissent pas ou peu. Je crois que c'est intéressant pour 5 € en kiosque. Vous pouvez nous le commander en version papier ou numérique sur rivarol.com. Eh bien, vous verrez donc, il y a beaucoup de matière. C'est 28 pages très denses avec des dessins également de chars, de projets KO qui sont, je crois, intéressants, de qualité. Et je pense que vous apprendrez beaucoup de choses. Ou et ceux qui s'en souviennent, eh bien, c'est toujours bon de se les remémorer. Parce que, au fond, que ce soit l'antigaullisme, l'anticommunisme, que ce soit le refus des mensonges historiques. On parlait de gaulo-communisme. Absolument. Après tout, De Gaulle ne serait pas venu au pouvoir s'il ne s'était appuyé à la fois sur le Parti communiste français, qui lui-même était le relais de ce qui n'était plus le Comintern, puisqu'il avait disparu à cette époque-là, mais de la politique impérialiste, expansionniste et impérialiste de l'Union soviétique. Oui, ça c'est incontestable. Puis vous verrez également, il y a aussi un article de Vincent Renoir, qui lui-même connaît beaucoup de persécutions, puisqu'il vient d'être à nouveau condamné à 6 mois de prison ferme pour une vidéo, ce qui fait, j'ai fait le calcul, qu'actuellement, il en est à 29 mois de prison ferme depuis sa sortie, sa libération de la prison de Valenciennes en avril 2011. Alors précisons que c'est pour malpensance, mais ça fait penser un peu à la vaccination qui ne sera jamais obligatoire, qui ne peut pas être obligatoire, M. Macron l'a dit, mais on ne pourra plus bouger, on sera confiné chez soi, puisqu'on ne pourra plus au restaurant prendre l'autobus, encore moins prendre un train ou un avion. Donc ce n'est pas obligatoire, tout en l'étant absolument. Et alors, M. Renoir est astreint au régime de la liberté d'expression la plus totale et la plus intégrale, mais en même temps, il est encadré, il est dans une cage, encadré par des lignes jaunes qu'il ne doit pas franchir. Et d'ailleurs, il s'inquiétait un petit peu, la dernière fois que je l'ai vu au téléphone, d'une éventuelle extradition, puisque de plus en plus, toute une série de sites communautaires disent qu'ils font tout pour l'obtenir. La loi anglaise, puisqu'il est réfugié à Londres, la loi anglaise ne reconnaît pas la pénalisation
l'expression du révisionnisme. Oui, mais il y a une évolution de la jurisprudence, puisqu'il y avait eu ce qu'on appelle l'affaire Allison-Chablose, dans laquelle il était question quand même d'incitation à la haine raciale, où on essaye d'assimiler le révisionnisme historique à une forme d'incitation à la haine raciale, et c'est souvent le moyen qui est employé pour essayer justement de faire condamner les malpensants, si j'ose dire. Donc il y a quand même matière, semble-t-il, à s'inquiéter. Oui, il faut. Vous venez de citer Retour en arrière, puisque nous sommes sur le 70e anniversaire de Rivarol. On a évoqué 1968, la création par Jacques Chirac de la NPE, qui est devenue aujourd'hui le Pôle emploi. Et tous les pôles emploi de France et de Navarre sont en grève, sont fermés, ont levé le pied à la suite de l'assassinat d'un de ses employés. Donc il n'y a pas d'ensauvagement de la France, bien entendu. La barbarie ne progresse pas. D'ailleurs, on ne sait pas qui est l'assassin, ni sa couleur politique, ni son chromatisme naturel ou extra-naturel. Il y a quand même une dérive de la société qui est, je crois que c'est à la fois totalement anecdotique, mais cette anecdote fait tellement partie du paysage quotidien. Il y a eu aussi l'incendie ou la profanation d'une église, mais ça, personne n'en parle. Surtout pas France Inter, surtout pas. Sur France Inter, on ne parle de rien, hein, à part des bateaux qui dérivent en Méditerranée et qu'on ne secourt pas assez vite. C'est la seule chose qui les intéresse. Et le 27 janvier, de la journée internationale de la Shoah, quand même, ça c'est important. Hein. Oui. Tout à fait international. International. C'est forcément international. Personne d'autre n'est mort, d'ailleurs, durant le conflit. Il y a eu, je crois, c'était un Verdun en miniature. Il y a eu 200 000 jeunes Français qui ont sacrifié leur vie pour arrêter l'envahisseur allemand. Mais ceux-là, on n'en parle jamais. Pourtant, ils ont bien perdu la vie. Et le drame, leur vie, vaut tout autant White Lives Matter, French Lives, Francaoui Lives Matter, que n'importe quelle autre vie. Que l'on meure en déportation ou que l'on meure sur le front, c'est toujours la même tragédie, non ? Oui, mais il y a des victimes qui sont plus égales que d'autres, semble-t-il. Et vous remarquerez non plus qu'on n'a pas parlé du prix international Robert Frisson qui a été décerné cette année à l'ingénieur. Vous allez trop loin, là. À l'ingénieur chimiste. Vous allez vraiment très loin. À l'ingénieur chimiste autrichien Wolfgang Fröhlich qui a fait 15 ans de prison ferme, 15 ans de prison réelle en Autriche pour malpensance. Hein. Donc, il faut que les gens le sachent que naturellement, ça n'est pas mis en avant. Fröhlich, 15 ans de prison ferme. Horst Mahler en Allemagne, 12 ans de prison ferme. Il a été libéré il y a quelques mois. Donc là, c'est quand même pour des crimes de sang prémédités, parfois accompagnés d'actes de torture et de barbarie, qu'on a des peines de prison réelles de cette longueur en France, en Europe et en Occident. Et là, on a donc 15 ans pour Wolfgang Fröhlich. Et d'ailleurs, il a 70 ans. On lui refuse même maintenant des minima sociaux, une retraite, il vit dans la misère la plus noire, il n'y a même pas de quoi... C'est normal, il a franchi la ligne jaune. Voilà. Horst Mahler, qui a été amputé d'une jambe, il avait un diabète qui a été peu ou pas soigné en prison, et malgré cette amputation, on a maintenu sa peine jusqu'au bout. On l'avait libéré à un moment donné, puis on l'a remis en prison. Et donc mais là, par contre, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'acharnement, là. Voilà. Donc, et Ursula Verbeek aussi, hein, qui a 92 ans, 93, je crois, 92. 93, et qui est reparti en prison. Et qui est reparti en prison, voilà. Donc, et d'ailleurs, les trois récipiendaires, les trois titulaires du prix international Robert Frisson depuis 2019, ont ceci en commun d'avoir tous été en prison, hein. Ursula Verbeek, la titulaire 2019, Vincent Renoir, le titulaire 2020, et Wolfgang Fröhlich, le titulaire 2021. Écoutez, c'est un beau palmarès pour nos super-démocraties, nos hyper-démocraties, sachant que la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue le préambule à la Constitution de 1958, et que cette Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que la liberté d'expression, de communication, d'information est un droit imprescriptible et absolu, pour ne pas dire un droit sacré, mais pas fondateur, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, pas pour ce qui concerne cette question. En revanche, il est utilisé, le préambule de la Constitution, cette Déclaration des droits de l'homme, Badinter l'avait beaucoup utilisé en tant que président du Conseil constitutionnel à partir de 1990.
1986 pour censurer toutes les lois qui lui déplaisaient. Hein. Oui. Les lois, par exemple, de défense de l'école libre, les lois visant à maîtriser un tant soit peu l'immigration, ce qui fait d'ailleurs qu'on s'aperçoit qu'en démocratie, même quand vous avez, ce qui est rare, mais ça arrive parfois, quelques lois qui iraient plutôt dans le bon sens, eh bien de toute façon, elles sont vidées de leur substance, soit par le Conseil d'État, soit par le Conseil constitutionnel, de telle manière que finalement, rien ne va jamais dans le bon sens. C'est ce qui vient de se passer. Le Conseil d'État vient de retoquer une décision gouvernementale de bloquer le rapprochement familial durant la crise du Covid. Ce qu'ils avaient déjà fait, n'oublions pas, à l'époque du gouvernement de Raymond Barre, puisque Raymond Barre... C'est pas pour les mêmes raisons. C'était pas pour les mêmes raisons. On est dans le cadre d'une crise. On sait que le variant marseillais, la soi-disant, puisqu'il devait... Le professeur Raoult avait bien dit, il ne peut pas y avoir de deuxième vague. Il n'y en a pas eu, mais c'est un variant qui est revenu avec les gens qui étaient partis en vacances au Bled, qui avaient retraversé la Méditerranée en sens inverse. Alors, on nous a parlé de deuxième vague, troisième vague, et maintenant on nous parle de variant anglais, variant sud-africain, variant californien, je ne sais quoi d'autre. Mais j'observe, je crois que c'est le professeur d'immunologie Yves Lévy qui a dit de toute façon qu'il fallait s'habituer à vivre le Covid et qu'il y en aurait probablement pour des années. J'ai lu aussi un article dans la grande presse également qui dit quelque chose comme cela. Finalement, ce qui corrobore les propos du prophète, entre guillemets, un prophète de malheur, entre guillemets, Jacques Attali, qui dès mars 2020 avait dit de toute façon que la vie d'avant le Covid c'était terminé, qu'il fallait que les gens s'habituassent à vivre autrement et qu'ils ne recouvreraient plus jamais les libertés qu'ils avaient avant. On ne sera jamais déconfiné complètement. Le prophète de malheur, Jacques Attali, avait aussi annoncé que, à l'occasion d'une pandémie, on pourrait restructurer, reconfigurer ce qu'on appelle par ailleurs le grand reset, la société. C'est le même d'ailleurs qui appelait à l'euthanasie des plus de 60 ans. Tout à fait. Mais le jour où il a atteint lui-même 60 ans, là, il ne se l'est pas appliqué lui-même, non, c'est ça. Oui, il ne voulait pas se l'appliquer. Nous sommes dans un état je l'ai dit tout à l'heure en préambule, moi-même, nous sommes peut-être à 2 ou 3 jours d'un reconfinement. Notre économie va-t-elle s'en sortir? Mais au fond, n'est-ce pas, sans faire de conspirationnisme, ni de complotisme, n'est-ce pas le but de la manœuvre, de liquider les classes moyennes? Et là, il y a un bon argument qui n'est jamais invoqué, mais ces classes moyennes qui, au fond, échappent en partie au fisc, au drainage de l'argent, au contrôle social, administratif et fiscal. Les entrepreneurs, les restaurateurs qui souffrent le plus aujourd'hui, c'est pas ceux qui appartenaient à des chaînes et tout était déclaré, c'est ceux qui... C'était les indépendants, oui. C'était les indépendants qui avaient un peu d'argent au noir, il y avait des rentrées, n'oublions pas que le grand recette présuppose la liquidation de l'argent liquide. Hein, tout sera électronique. Donc tous ces indépendants qui travaillaient un peu, qui arrivaient à joindre les deux bouts ou à faire un petit peu de mettre un peu de beurre dans leurs épinards grâce à cet argent qui échappait à la main crochue de l'État, aux griffes de l'État, ceux-là ce sont ceux-là qui sont liquidés aujourd'hui par la crise. Et ça, effectivement, il paraît évident que ce sont les indépendants, les gens qui travaillent de leurs mains avec une certaine liberté, une certaine indépendance jusque-là, qui sont liquidés. Mais vous remarquerez qu'historiquement, si on reprend un petit peu les choses un peu plus haut, un peu plus loin, c'est ce qui s'est passé avec la paysannerie, qui était quand même indépendante, qui arrivait à vivre, et parfois très décemment, de son travail, qui est très important, très laborieux. Et finalement, avec la politique de la PAC, on les a transformés en serfs modernes, finalement. Et ils vivent des pitances, finalement, que leur donne l'État ou la communauté européenne, l'Union européenne, finalement. Personne ne veut comprendre que le grand capitalisme, l'hypercapitalisme, le capitalisme financiarisé, enfin plutôt l'économie financiarisée, nous conduit tout droit à ce que... Au communisme. Puisque les agriculteurs qui ne sont plus des paysans, mais qui sont de faux entrepreneurs agricoles, sont dépendants. Ce sont au fond des prestataires de services pour les grands groupes de la chimie agricole, des semenciers. Ils sont tributaires aussi des banques, style à une époque, le Crédit Agricole était la 2e ou 3e banque mondiale. Ils sont endettés, ils sont
sont tributaires parce que entre eux, ils ont quand même des réflexes primitifs. C'est à celui qui aura le plus gros tracteur, la plus grosse moissonneuse-batteuse. Donc tributaire non plus de John Deere. À une époque, j'ai connu une époque où la régie Renault, Renault Véhicule Industrie, produisait d'excellents tracteurs, mais on s'est laissé bouffer par John Deere et d'autres du même genre, par les Canado-américains. Donc ce ne sont plus... On a réintroduit le servage, c'est-à-dire également le kolkhoz ou le sovkhoz, sans que personne ne s'en aperçoive ou ne veuille l'admettre. Alors les agriculteurs se croient libres, mais ils sont écrasés de tous les côtés, et surtout dépendants de tous, tout le temps. Ils sont devenus prestataires de services, mais soyons plus vulgaires, des ouvriers agricoles. Oui, c'est incontestablement. Et donc, d'une part, l'agriculture a été en grande partie liquidée ou esclavagisée, si j'ose dire, alors que c'était quand même le poumon de la France, traditionnellement. Quant à l'industrie, en grande partie, elle a quand même été démantelée avec, d'une part, les délocalisations, et d'autre part, avec l'excès des charges et de l'administration tatillonne. En France, c'est inouï. Et donc ça, c'est donc le secteur primaires et secondaires ont été en grande partie éliminés ou mis à mal, et maintenant c'est ce qu'on appelle le secteur tertiaire, le secteur des services, avec notamment tout ce qui concerne la restauration, l'hôtellerie, qui en plus était quand même une des gloires de la France, puisqu'en plus ça faisait venir beaucoup de touristes, beaucoup de travail, et puis je dirais que au-delà de ça, c'était quand même sur le plan de l'épanouissement personnel, non seulement du rayonnement du pays, mais de l'épanouissement personnel, quelque chose d'important dans la qualité de vie, parce que combien de gens, notamment à Paris, mais même ailleurs, aimaient le matin commencer la journée en prenant un petit noir au comptoir, écouter des conversations, lire le journal, ou des gens qui sont dans la solitude, aller prendre un plat du jour, une petite auberge près de chez eux, et ça égayait leur journée finalement. Et c'est très important la dimension aussi psychologique, parce que si on vit, mais qu'on ne peut plus chanter, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus se toucher, on ne peut plus se serrer la main, parce que l'amour, l'amitié, la tendresse, ça se manifeste aussi physiquement, concrètement. On ne peut plus boire un café ou un petit blanc avec un de ses amis, un de ses voisins. Absolument. L'amitié, ça ne se décrète pas, ça se sécrète, comme tous les sentiments humains. Et donc, là, il y a quelque chose il y a une froideur, je dirais, technologique, administrative, effrayante, au nom de la lutte contre le virus, sur lequel, d'ailleurs, on ne sait pas grand-chose, ni sur l'origine, ni sur sa réelle dangerosité. Au fond, il n'y a rien de très clair et très précis là-dessus. Puisqu'au fond, même les médecins tiennent des positions contradictoires et antagonistes entre eux, ce qui amène beaucoup plus de confusion qu'autre chose. On est vraiment dans le règne de la confusion, probablement de la confusion délibérée d'ailleurs. Et la dernière confusion en date, c'est celle des vaccins qui n'arrivent pas, AstraZeneca, je sais pas trop bien quoi. C'est la cour de la reine Pédaude. C'est une pétaudière. Oui, absolument. Mais on se demande dans quelle mesure, au-delà de l'incompétence de tel ou tel, je ne pense pas que ça suffit, que l'accusation d'incompétence suffit à expliquer ce qui se passe. On peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas une volonté quand même justement de créer de la confusion, de créer du désordre mental, psychologique, et un sentiment d'insécurité chez les gens finalement, parce que c'est tellement inouï ce qu'on vit, on peut s'interroger. Et puis pensons, encore une fois, ce sont les grands groupes multinationaux qui bénéficient de cette crise. On assiste à la fois à une ubérisation de l'emploi. On a de plus en plus, je citais le cas de Deliveroo, qui distribue les repas à domicile, et des repas produits par je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, au départ, c'était des étudiants avec des vélos. Maintenant, ce sont de jeunes immigrés, clandestins ou pas clandestins, qui sont auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que l'entreprise qui les emploie à 4 € la course n'a plus aucune responsabilité. Le scooter est cassé, ils ont un accident, c'est débrouillez-vous. Vous n'existez pas à nos yeux. Ubérisation du monde et McDonaldisation du monde. Encore une fois, McDo, mais également Kentucky Fried Chicken, Burger King, je sais pas trop quoi. Parce qu'ils font des plats emportés, donc eux, ils continuent à gagner de l'argent. Au contraire, c'est Netflix qui a remplacé... les studios hollywoodiens continuent à travailler, mais maintenant, on n'a même plus besoin, on liquide toutes les petites salles de province et autres. Chacun est enfermé chez soi, dans sa petite bulle.
dans sa petite bulle. Et c'est sûr que ça ne peut augmenter en plus que l'individualisme des gens, le repli sur soi. Repli sur soi, individualisme. Voilà. Et avec toute une série de mal-être psychologique qui peut aller très loin. Apparemment, les suicides se multiplient, notamment dans les zones rurales, mais également les dépressions chez les étudiants. Je pense qu'un troisième confinement, surtout s'il dure et surtout s'il est serré, comme semble l'avoir annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, on va voir dans les jours qui viennent à quelle sauce on va être mangé, mais il est clair que un troisième confinement ce sera apocalyptique, non seulement pour l'économie, mais effectivement pour la psychologie des gens, parce que si vous voulez, la première fois, il y avait un effet de surprise, de nouveauté, bon, mais là, il y a une accumulation, puisqu'au fond, depuis près d'un an, on vit en permanence sous le régime soit du couvre-feu, soit du confinement, hein. On en est au troisième confinement après avoir vécu plusieurs couvre-feux, de plus en plus exigeants. Au départ, c'était 21h, puis 20h, puis 18h, bon, et que personne ne respecte. Je regarde par ma fenêtre à 20h, la rue est pleine. Donc, non pas que les Français désobéissent, mais c'est une règle, c'est une règle impossible à tenir. Ça crée des embouteillages absolument considérables, parce qu'il faut se presser pour rentrer. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Et il faut espérer qu'il y ait quand même des révoltes. Hein. Il faut espérer qu'il y ait quand même une forme de désobéissance civile. Hein. Le chanteur Lalanne, anarcho, je sais pas quoi, mais qui vient de faire un appel à la destitution de Monsieur Macron. Est-ce un exemple à suivre? Peut-on je ne sais pas si on peut se rallier à lui, mais l'homme a l'air intelligent et je pense qu'il est aussi adossé à une équipe de juristes. Vous avez forcément lu son appel. Je crois qu'en effet, il faut que les gens réagissent, que toutes les bonnes volontés puissent s'exprimer. Plus on sera nombreux, plus il y aura de l'effet. C'est sûr que s'il y a deux personnes dans leur coin, ça n'aura pas beaucoup de conséquences, mais si il y a beaucoup de gens qui relaient des appels à la résistance, à la désobéissance civile, ça peut rendre une situation inextricable. Vous n'appelez pas ni à l'insurrection ni à la sédition. Nous ne sommes pas au Capitole. Nous ne portons pas des cornes de bison sur la tête. Et on nous a fait croire que c'était un coup d'État. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Les vrais coups d'État interviennent et on voit quelqu'un qui s'agite un peu comme ce qu'il y avait autrefois on appelait les monomes d'étudiants, un chahut d'étudiants. Et alors bien sûr il y a eu un mort, mais enfin le mort c'est une femme qui s'est fait tiré à bout portant par la police, semble-t-il. Voilà, tiré à bout portant par la police. On voit, et les autres morts, on nous dit il y a 4 morts, mais c'était à l'extérieur du Capitole. Alors la question qui fâche, Jérôme. Prenez votre souffle et répondez. Allez-vous vous faire vacciner? Non. Allez-vous faire vacciner votre épouse et vos enfants? Non. Vous avez de bonnes raisons pour cela? Disons que c'est comme tout, les choses marchent à la confiance ou pas. Et j'avoue, quand on voit le règne du mensonge partout, dans cette affaire, il ne peut y avoir qu'une défiance et une méfiance généralisée. Par conséquent, on ne peut pas avoir confiance. D'autant plus qu'il semble que ces vaccins atteignent l'ADN, modifient l'ADN, donc ça n'est quand même pas neutre. On ne sait pas les conséquences. Vaccin, mais une thérapie génique. Voilà, au sens strict, voilà. Et en plus, on n'a pas le recul suffisant. Pour l'instant, il y a quand même eu un certain nombre de décès ou de gens qui ont eu... Et ça continue. Ou des gens qui ont eu des problèmes non négligeables après la suite, après une première injection. Par conséquent, il faut faire preuve, me semble-t-il, de prudence. Et encore une fois, de toute façon, on vit dans une société qui, dans tous les domaines, repose sur le mensonge, l'imposture. Par conséquent, on est obligé d'être méfiant. Les deux grandes jambes du mensonge, parce que c'est un être bipédique, c'est à la fois les élections américaines, parce que personne ne peut nier qu'elles aient été fraudées massivement, hyper massivement. Donc, elles sont des élections qui, effectivement, ont été volées. Et puis, le Covid. Et d'ailleurs, ces élections n'auraient pas pu avoir lieu en Amérique sans le Covid. C'est là aussi, on finit par, si on ne veut pas être complotiste, par l'être forcément un tout petit peu. Puisqu'on se demande, c'est survenu à point nommé pour permettre 100 millions de votes par correspondance. Sachant que le vote par correspondance et la condition sine qua non de toutes les fraudes. Mais d'autant qu'aux États-Unis, les gens ne le savent pas forcément, mais c'est bien pire qu'en France sur le plan du contrôle s'agissant du corps électoral, puisque dans beaucoup d'États, on ne demande même pas l'identité, l'adresse de la personne qui va voter. Il y a aucun contrôle. C'est assez. Des migrants sans carte verte, des migrants illégaux en fait, ont eu le droit de voter. Ce pourquoi Monsieur Biden
Pétain veut naturaliser en quelque sorte 11 millions de clandestins de façon à avoir, aux prochaines élections, avoir déjà une clientèle. C'est ce que toutes les gauches ont toujours eu tendance à faire en Occident depuis des décennies, ce qui est absolument ignoble, parce que ça atteint, la politique d'immigration massive. L'âme du pays. Mais c'est sûr que les Blancs américains, les Américains d'origine européenne, peuvent effectivement s'inquiéter parce que déjà sur un plan démographique, ils sont en voie quand même de déclin, de submersion graduelle qui s'accélère. Et il est certain qu'avec 4 ans, peut-être davantage d'administration Biden, il ne fait pas de doute que les choses ne vont empirer. Et en plus, avec la culture de mort à fond, ça va être à la fois un programme Black Lives Matter, mais également LGBTiste, climatiste, réchauffiste et immigrationniste. C'est quand même, on est entré de plein pied dans une sorte de zoo humain, de zoo politique, avec la nomination de cette secrétaire d'État qui n'est pas une secrétaire d'État, de cette adjointe au ministre de la Santé, qui est un transsexuel, transgenre, il s'appelle Isaac, je ne sais pas quoi, pas Blumenfeld, non, un nom comme ça, qui est tout à fait extraordinaire, non? Vous avez vu ce personnage? Oui. Non, mais on va toujours plus loin dans l'horreur, et on voit très bien que c'est pas simplement les frontières physiques qui sont mises en cause, mais c'est les frontières morales, les plus immémoriales et les plus sacrées, que volontairement on élimine. Et Biden, qui est un personnage fade, sans consistance, et en plus semble-t-il corrompu, sera évidemment... Et certainement sénile. Voilà, était l'homme qu'il fallait pour justement être la personne qui ne s'opposera en rien au desiderata et à la volonté de l'État profond, dont il est à la fois l'homme lige, l'otage... L'émanation et l'otage. L'otage. Vu les scandales qui s'attachent à lui, avec ses liens à travers son fils ou avec son fils, notamment avec la Chine populaire. Donc je rappelle que vous êtes à l'écoute du 47e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le vendredi 29 janvier de l'an de disgrâce 2021 et que nous abordons avec Jérôme Bourbon, directeur du journal Rivarol, qui vient de fêter son 70e anniversaire. Nous balayons l'actualité, non pas dans un entretien de style classique, mais dans une sorte d'échange qui est la formule la meilleure pour effectuer ce tour d'horizon d'une actualité qui est de plus en plus navrante. Alors Jérôme, je reviens à la vaccination, donc vous ne vous ferez pas vacciner, c'est bien. C'est bien, et on ne peut pas conseiller à tous nos concitoyens de se précipiter sur les seringues, non? Non, même si avec le passeport vert ou le passeport sanitaire dont on parle de plus en plus, il est fort possible que d'ici quelques mois, on exige cette vaccination pour pouvoir aller au cinéma, au théâtre, s'il rouvre un jour, ou pour voyager, ou pour que nos enfants puissent aller à l'école, ou dans différentes, ou dans des crèches, ou dans des centres aérés. Enfin, on peut nous transformer en mort sociale, si j'ose dire. Alors, il faudrait exiger, si vous voulez absolument vous faire vacciner, exiger le moins pire du pire, qui est le vaccin chinois. Ben oui, le vaccin chinois, qui est un véritable vaccin classique, un vaccin à la mode de notre cher Pasteur. Je parle pas de l'Institut, je parle de Pasteur. Et le vaccin chinois, mais qui n'est pas, qui est vendu actuellement au Maroc, en Algérie, enfin vendu, administré, mais pas en France. Or, entre la thérapie transgénique à ARN, acide ribonucléique, qui peut infecter notre propre ADN, acide désoxyribonucléique, voilà, je l'ai dit, il faut exiger des autorités qu'on importe du vaccin chinois. On n'aura peut-être pas les ennuis qu'on a avec AstraZeneca, et ce sera la chose la moins pire. Notons, Jérôme, et je vous demande peut-être votre sentiment sur cette question, que l'on vaccine en priorité nos anciens, nos personnes âgées, notamment dans les EHPAD, où elles n'ont guère le choix, même si les pressions s'exercent, à ma connaissance, assez fortement. J'ai reçu plusieurs témoignages à ce sujet, sur les familles pour autoriser la vaccination.
Mais cela a été dit explicitement par certains décideurs sanitaires. Au fond, les vieux n'ayant plus qu'une espérance, ça je cite, hein, qu'une espérance de vie résiduelle, s'il y a des effets secondaires indésirables, c'est beaucoup moins grave. Donc ça veut dire que nos anciens, on les vaccine sous couvert de les sauver, mais en même temps on se sert d'eux en tant que cobayes. Ce sont des cobayes, absolument. Et rappelez-vous le scandale du Rivotril, hein, qui avait conduit à la mort un grand nombre d'entre eux, puisque c'est un médicament qui est fortement déconseillé en cas de problème respiratoire. C'était des gens... Non, mais enfin, c'était une euthanasie. C'était une euthanasie, oui, le mot. Délibérée, inventé par Attali. Ouais. Délibérée, sans l'accord du patient qui ne pouvait plus souvent le donner, mais sans l'accord de la famille. Donc oui, c'était au seul jugement, et non pas d'un collège médical, mais d'un seul médecin qui disait celui-là on ne peut plus rien en faire, Rivotril. Alors qu'on dit de manière hypocrite qu'on fait tout cela pour protéger nos anciens. Je me rappelle Jérôme Salomon tous les soirs avec sa mine sinistre, hein, qui disait il faut protéger nos anciens, etc. Alors qu'en réalité c'était de l'euthanasie de masse. Le docteur ou le professeur Perron, qui a été sorti de son service, bien sûr, il était indigne, c'est au bas mot 17 000 personnes âgées qui ont été ainsi sacrifiées. Au total, ou qu'on a laissé mourir dans les EHPAD, où la maladie se propageait d'autant plus qu'ils étaient confinés, même s'ils étaient enfermés dans leur propre chambre. Ce qui les condamnait aussi à une mort morale, une désespérance indicible. Alors, donc, vous parlez d'hypocrisie, mais essayez, Jérôme, de trouver un mot un peu plus fort. C'est pire que de l'hypocrisie, c'est pire que de la tartufferie. C'est un crime, non ? Oui, on peut l'appeler ainsi, oui. Le mot n'est pas excessif, mais je ne pense pas qu'il sera un jour puni. En tout cas, ici-bas. Ils n'ont pas franchi les lignes jaunes. Voilà. Ils ne se retrouveront pas incarcérés avec des délinquants de droit commun, puisque, au fond, nous parlions de Renoir ou d'autres, d'Ursula Verbeek. Le crime d'opinion, c'est-à-dire le crime politique, opinion et politique, c'est presque la même chose, existe en France et en Europe. Mais ça ne choque personne, alors que l'Europe fait la morale au tiers-monde et au monde entier. On ne sait pas assez qu'en Autriche, par exemple, le révisionnisme peut être condamné jusqu'à 20 ans de prison ferme. Ça va jusqu'à 20 ans. C'est pourquoi Fröhlich a fait 15 ans. Et en Allemagne, encore une fois, Malheur a fait 12 ans. Et de plus en plus, on a le sentiment qu'en France, on s'oriente progressivement vers une situation à l'allemande ou à l'autrichienne, puisqu'aussi bien, les peines seront de plus en plus importantes. Et Vincent Renoir me disait, moi, si je suis extradé en France, je vais demander une centrale, parce que la centrale, par rapport à la maison d'arrêt, vous n'êtes pas enfermé à clé dans votre cellule, vous pouvez sortir, enfin, pas de prison, évidemment, mais vous pouvez aller dans le couloir, il y a parfois une machine à café, vous pouvez aller dans la bibliothèque de la prison, dans la promenade. Mais le problème, c'est que vous pouvez rencontrer aussi d'autres détenus et il peut y avoir des embrouilles parce que souvent les gens qui sont en centrale, c'est pour des peines longues, voire très longues. Et donc, c'est parfois quand même souvent, en général, les gens qui ont commis des crimes de sang, parfois particulièrement horribles. Par conséquent, les rencontrer n'est pas forcément toujours sans danger. Bon, mais enfin, il me disait, voilà, c'est trop, je peux y rester 10 ans parce que avec toutes les vidéos qu'il fait, et à chaque fois, il peut me remettre 6 mois, un an ferme pour chaque vidéo, chaque dossier. Et je rappelle que Hervé Ryssen lui-même est encore en prison et vous évoquiez tout à l'heure Yvan Benedetti qui a été en garde à vue pendant 48 heures, il en est sorti, mais ils ont extrait également Hervé Ryssen de sa cellule pour le mettre en garde à vue avec Yvan Benedetti. Enfin, évidemment, ils n'étaient pas ensemble puisqu'ils ont été interrogés séparément. Il y avait également un troisième militant nationaliste, mais c'est impressionnant. Ils vont comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris le 18 mai prochain, donc dans quelques mois, pour dégradation en réunion, je crois pour l'un des 3 pour violence en réunion. Ça peut aller, je crois, j'ai regardé sur le code pénal, au moins en théorie, ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison ferme et 75 000 euros d'amende. Si Ryssen est condamné, ça veut dire qu'il ne sortira pas dans 2 ans, il sortira dans 3 ans ou dans 4 ans.
puisque Rissen y est déjà, mais s'il est condamné dans ce nouveau procès. Mais alors, il y a d'autres dossiers en cours concernant. Alors, je sais que ça peut se prolonger indéfiniment. Ces avocats dont Maître Viguier se battent pour essayer de le faire sortir. Je crois qu'il y a une autre demande de mise en liberté qui a été faite, qui doit être tranchée courant en février. Mais si celle-ci est rejetée, effectivement, on peut s'inquiéter compte tenu des dossiers qui s'accumulent, les procès qui vont venir. Alors, si nous pouvions faire une suggestion à la défense, il faudrait peut-être s'inspirer des défenses en rupture de feu Jacques Vergès. Nous-mêmes, nous adoptons des défenses, nous-mêmes, quand je dis nous nationalitaires, je n'ai pas dit nationalistes, nationalitaires, hommes de l'identité, de la souveraineté, souverainistes hexagonaux. Nous sommes toujours en position de défense et nous appuyons sur des positions strictement légalistes. On demande l'application du droit, mais le droit, ils l'appliquent comme ils veulent, comme ils l'entendent, à la tête du client. Or, il faut, Jacques Vergès, lui, n'était pas en défense, il était à l'attaque, en permanence. Quand comprendra-t-on que il faut, quand on se trouve face aux juges, leur dire, mais enfin, messieurs, mesdames les juges, mesdames, messieurs les juges, vous êtes contre la vérité, vous n'aimez pas la vérité. Alors dites-le, la loi est contre la vérité. Tant qu'on n'adoptera pas cette attitude, et aussi avec les défendeurs, oui, ce sont les défendeurs, non, ou les accusateurs, bon, appelons-les comme ça, même si ce n'est pas le terme juridique exact, leur dire, mais vous vous rendez compte, vous êtes le parti du mensonge. Il faut leur mettre le nez, littéralement, dans leurs excréments moraux, puisque vous faites de la morale, mais regardez-vous. Cela dit, la difficulté, c'est que naguère, les magistrats, quand même, avaient quelques scrupules, quelques réticences, quelques répugnances à mettre en prison des gens pour atteindre à la liberté, pour des sujets relatifs à la liberté d'expression, d'opinion ou de recherche. Or, il semble que les nouvelles générations soient de plus en plus enclines à embastiller des penseurs, des écrivains, des journalistes, des publicistes, jugés malpensants, finalement. C'est la cancel culture. Alors, traduisez, c'est également le wok et la cancel culture, puisqu'on maintenant ne parle plus français, mais globish. Parce que, par exemple, pour avoir pu avoir accès à ce qui s'est dit lors du procès d'Hervé Rissen, par exemple, le 2 décembre dernier, dans sa totalité, on avait vraiment le sentiment que les magistrats, a fortiori bien sûr le procureur, mais que les magistrats n'étaient pas choqués à l'idée ni que Rissen, un écrivain, soit en prison, ni qu'il y reste, ni qu'il soit amené à y rester peut-être encore de longs mois, voire de longues années. Rappelons qu'il n'a pas été condamné pour aucun de ses écrits, mais pour des tweets. Et pour la couverture d'un de ses livres sur les mafias. Il y a quand même des passages de son livre c'est un cité qui s'appelle L'antisémitisme sans complexe ni tabou. Là, il y a plusieurs passages du livre qui ont été sanctionnés. Également. Rissen a eu le tort de les écrire, et puis il a eu le tort aussi de refuser à une certaine époque l'aménagement de ses peines qui lui a été proposé. Ça, c'est une autre question, mais je crois qu'il a dit à son procès, effectivement, qu'il regrettait d'avoir choisi cette stratégie de défense, mais je crois qu'il ne pensait pas aller en prison, finalement. Parce que, comme ça, les choses ont un peu traîné. Il a écrit pendant 15 ans comme un bénédictin sur le système, sur les arcanes. C'est un travail gigantesque, mais en même temps, il n'a rien compris au système. Ou à la psychologie profonde du système. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il ne s'est pas suffisamment intéressé à l'époque. Il a reconnu aux questions juridiques et peut-être effectivement aurait-il dû prendre un avocat plus tôt, mais de toute façon, et il a été victime de son individualisme aussi, et de même que nous tous, nous sommes victimes de nos individualismes. Alors, vous parliez tout à l'heure de Badinter, qui s'est se revendiquer de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais à l'époque où il le faisait, au début de sa très belle et noble carrière, étant passé de l'avocasserie du grand banditisme, parce que c'est ce qu'il a fait, il est passé avocat de la grande truanderie, il est passé à la place Vendôme, c'est-à-dire au ministère de la Justice. Quand quelqu'un invoquait ces droits de l'homme, il faisait répondre par ses magistrats que c'était du droit déclaratoire, ce qui est vrai. Et donc, ça n'avait pas d'effectivité. Mais donc, quand on a besoin que ça soit autre chose que du droit déclaratoire, on peut en appeler
à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et quand on en appelle pour soi, mais c'est vrai que si on regarde bien la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Là, on est dans une logique. Alors, ce n'est pas écrit. Non, mais c'est exactement ce qu'ils appliquent. Absolument. Et dans la cancel culture, qui est la culture de la censure absolue, tout le temps, et qui s'impose chez nous. Regardez, le boulevard Voltaire a été interdit de Twitter, par exemple. Et c'est de plus en plus. Rivarol n'a plus de compte YouTube. Ni YouTube, ni Twitter. Ni Twitter. YouTube ni Twitter. Bon. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les gens qui regardaient nos vidéos sur YouTube, maintenant nous sommes sur Odyssée, donc il faut marquer sur Google hebdomadaire Rivarol Odyssée, ou alors aller sur notre site rivarol.com, et là on a accès avec un onglet directement à nos vidéos. Je vous encourage à vous y abonner à cette chaîne Odyssée, hebdomadaire Rivarol Odyssée, parce que nous ne sommes plus sur YouTube, et c'est une sanction, semble-t-il, définitive. ERFM n'est plus non plus sur YouTube. Non plus que Dieudonné. Et je sais que mes libres journaux étaient doublés ou triplés avec l'audience YouTube. Et là, c'est réduit à une audience qui n'est pas confidentielle, loin de là, mais qui est restreinte. Mais c'est quand même un coup dur, incontestablement, quoi. Alors, nous parlions de désobéissance civile tout à l'heure. Rappelons que la Constitution de 1793, qui n'a jamais été véritablement mise en pratique ou qui n'a jamais été véritablement opérationnelle, 1793, faisait de l'insurrection ou de la sédition, en tout cas de la désobéissance, un devoir fondamental, inhérent même à la démocratie. Vous avez Oui, mais oui, la résistance à l'oppression, notamment. La résistance à l'oppression. Oui, qui était considéré comme un des droits de l'homme, un devoir de l'homme. Un devoir. Mais vous remarquerez quand même pas un droit, un devoir. Que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il est indiqué que on ne peut pas user des libertés qui sont revendiquées dans cette convention, dans cette déclaration, si on a pour objectif de les supprimer. C'est-à-dire que pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est ce qu'ils utilisent pour le révisionnisme, enfin pour tout ce qui leur déplaît. Non, Jérôme, opérer une distinction quand même entre révisionnisme et négationnisme. Les révisionnistes veulent un réexamen plus précis, plus rigoureux de l'histoire, mais n'ont jamais nié que la Seconde Guerre mondiale se soit soldée par d'immenses massacres. Oui, non, mais de toute façon, le négationnisme, c'est le vocabulaire de l'ennemi qui a été néanmoins réutilisé par Bergoglio, qui a parlé pour le refus de vaccination, je cite, de négationnisme suicidaire. Donc, il ne rate pas une, si j'ose dire, celui-là. Bergoglio, c'est l'occupant actuel du siège de Pierre. Voilà. Que vous considérez comme un siège plutôt plus ou moins vide. Vide, en tout cas usurpé. Vide d'un véritable souverain pontife, ça c'est sûr, parce que il va vraiment dans le sens du mondialisme, de l'immigrationnisme et même de la destruction de la morale et de la famille, puisqu'il donne de dégâts sans cesse à l'idéologie LGBT. Oui, il n'est pas le seul. Monsieur Bidin aussi. Il n'est pas sans conséquence. On sait, il a un certain nombre de LGBTistes dans son administration. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va peut-être se diriger vers la conclusion, Jérôme. Un mot peut-être sur la situation en Amérique, qui retentit obligatoirement et nécessairement sur ce qui se passe ici, puisque M. Macron, on a bien vu qu'il était très concerné et que le jour du 6 janvier, en pleine nuit, il s'est réveillé pour faire une déclaration sur fond de drapeau américain, ce qui était particulièrement bienvenu. Il se prenait sans doute pour Lafayette. Lafayette, nous voilà. Pour soutenir M. Bidin. Il s'est honoré, d'ailleurs, encore une fois, dans cette circonstance. Il se mêle toujours de tout à contretemps et à contresens. Mais c'est sa marque de fabrique. Donc la France est à la remorque des États-Unis. On ne lui dit pas s'il y a un État profond en France, c'est l'État profond américain qui donne le là. Et tout ça en liaison avec la Chine. On peut se demander d'ailleurs si le pouvoir mondial maintenant n'est pas un pouvoir, bien qu'officiellement les États-Unis soient en bisbille avec la Chine, mais les intérêts sont à ce point intriqués qu'on se demande, donc on peut légitimement se demander si le pouvoir mondial n'est pas sino-américain.
En tout cas, moi, ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est le rôle absolument démesuré et stupéfiant et affolant des GAFAM, puisque ils ont réussi à censurer le président des États-Unis d'Amérique en exercice, puisqu'il était encore en exercice à ce moment-là, en le supprimant d'abord de manière temporaire, puis de manière définitive, son compte Twitter, qui disposait de plus de 88 millions d'abonnés, et puis même que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Enfin, il a tout perdu, hein, quasi YouTube, sa chaîne YouTube, bon, il a tout perdu d'un coup, ce qui est absolument... Il n'a plus le droit à la parole. Voilà, ce qui est absolument hallucinant. Et c'est là où on voit les sociétés totalitaires dans lesquelles nous vivons, parce que on peut supprimer... On voit bien à qui appartient le pouvoir. Exactement. Et on peut supprimer de manière immédiate et définitive les moyens de communication d'un organe de presse, d'une personnalité, et même donc d'un chef de l'État, de ce qui est toujours officiellement la première puissance mondiale. Donc c'est quand même impressionnant. Ça montre quand même un pouvoir considérable, mais comme vous dites, ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens considérable. Quel est le pouvoir? Et un pouvoir absolu. Absolument. Absolu. Et contre lequel, semble-t-il, il n'y a pas vraiment d'appel possible. Moi, quand on m'a supprimé à mon humble niveau ma chaîne YouTube, j'ai fait appel, puisqu'il y avait un appel qui était possible. À peine avais-je envoyé l'appel, il n'a même pas été traité, il n'y a même pas eu d'accusé de réception, que la chaîne a été supprimée immédiatement et sans possibilité de faire quoi que ce soit. On est complètement pieds et poings liés. Bon. Et donc, il y a là quelque chose qui est absolument invraisemblable, parce que même dans la justice actuelle, même si elle fonctionne de plus en plus mal et qu'elle est très critiquable, malgré tout, vous avez une première instance, vous avez un appel, vous avez éventuellement la possibilité de faire un pourvoi en cassation, vous avez quand même la possibilité de faire appel à des avocats, bon, il y a quand même des formes juridiques à respecter, donc on sait très bien que souvent c'est formel, mais malgré tout, ça prend un petit peu de temps, vous pouvez quand même un minimum vous défendre. Alors que là, véritablement, c'est la guillotine sèche du jour au lendemain, et évidemment, ça a des conséquences considérables, parce qu'il est évident que, par exemple, Donald Trump, quel que soit le jugement que l'on porte sur sa personnalité ou sur son action, il est évident qu'il n'aurait probablement jamais été président des États-Unis pendant 4 ans s'il n'avait pas eu son compte Twitter, grâce auquel il pouvait mobiliser un certain nombre de militants, de sympathisants, il pouvait toucher un certain nombre de gens. Il a beaucoup gagné en popularité, en notoriété, grâce à ses tweets. Pas que le jour où on a supprimé son compte, Twitter a perdu en capitalisation boursière plus de 2 milliards. Et c'est peut-être aussi, à toute chose malheur étant bon, l'occasion pour tous ceux qui étaient étouffés par ces monopoles de fait, que ce soit aussi bien d'ailleurs Amazon, d'émerger, de passer, de pousser entre les pavés, l'herbe entre les pavés. Et vous avez parlé d'Odyssée, mais il y a aussi un certain nombre d'autres plateformes. D'autres, oui, on appelle ça une plateforme qui va permettre de multiplier, de diversifier les modes, les capacités, les canaux d'expression. Oui, sauf qu'il faut quand même avoir conscience que c'est quand même très difficile, parce que dès qu'on perd une chaîne YouTube, par exemple, il y a quand même une paresse générale, il faut dire ce qui est, y compris d'un certain nombre de nos amis, mais on est peut-être nous aussi comme ça, hein, et finalement, qui fait qu'on ne fait pas toujours les efforts nécessaires, sauf les plus militants et les plus convaincus, mais mais d'essayer de chercher ce qu'avec quelques clics, en cherchant un peu, on arrive à retrouver. Par exemple, nous aussi, on va sur riverol.com, on voit qu'on a une nouvelle chaîne sur Odyssée, bon, voilà, en quelques secondes, quelques minutes de recherche, on trouve, quoi. Et j'ai quand même le sentiment, quand on voit finalement qu'on perd d'un coup 80-90% des abonnés ou des vues, même si le nombre de vues n'est pas un but en soi, mais c'est quand même intéressant d'essayer de diffuser au maximum les idées, de toucher un nouveau public. Et c'est l'intérêt, si on ne prend le cas des convaincus, bon, c'est bien d'un côté parce que ça permet de fortifier ses positions, mais c'est insuffisant, il faut aussi quand même, semble-t-il, diffuser faire masse. Voilà, absolument, c'est important quand même. Bon, et donc je pense qu'il y a aussi une forme de paresse sur laquelle joue le système, qui fait que dès qu'on n'est plus sur YouTube, finalement, on disparaît dans les catacombes en quelque sorte. On était dans un palace, on se retrouve dans un camping insalubre, quoi. Ou on était dans un restaurant étoilé et on se retrouve finalement dans une gargote sinistre. Bon, et donc c'est un peu fâcheux. Et le gastronome que je suis n'est pas content de ça. Bon, donc on essaye de se battre avec ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. On sent que l'heure de midi approchant, et malheureusement les restaurants sont fermés. Les esprits animaux se réveillent. Les restaurants sont fermés, et donc je ne peux pas manger de millefeuilles à la vanille Bourbon. Oui, de millefeuilles à la vanille Bourbon, mais on va vous offrir tout de suite à l'issue de cette émission une bonne pizza bien de chez nous. Industrielle, n'en doutons pas. Donc le coup d'État, on sait, l'insurrection et le terrorisme intérieur, ça s'est passé au Capitole.
même si les gars, c'était encore une fois une sorte de gros chahut d'étudiants, mais guère plus. De même que le Covid, c'est la peste bubonique du XVe siècle qui avait éradiqué un tiers, voire la moitié de la population européenne. Les cadavres jonchent les rues, c'est bien évident. On le voit tous les jours. Il suffit de sortir. Mais c'est vrai que vous avez raison. Il y a un rapport à la mort dans notre société, et ce serait d'ailleurs intéressant de s'interroger sur la question. C'est que la mort autrefois elle était omniprésente. D'abord, il y avait beaucoup de mortalité infantile. Il y avait beaucoup plus de la moitié ou les 2 tiers de ses enfants. Tout à fait, absolument. Il y avait beaucoup de conflits. Donc, ce qui crée une tension morale dans la société, d'une part, et d'autre part, il est certain que ça a amené à être beaucoup plus spirituel, beaucoup plus croyant, forcément, puisque la mort, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Surtout quand on perd des êtres chers, ça touche quand même profondément. Et ça amène quand même à se poser des questions qui vont au-delà au-delà du matériel, quand même. Et donc on veut éliminer totalement la mort. C'est-à-dire de plus en plus l'incinération, ça refuse. Paresseux. Et parce que paresseux, comme le disait Volkov, nous sommes devenus lâches. La servitude, depuis la Boétie, on sait qu'elle est en partie volontaire. Et cette volonté, qui est une volonté par passivité, volontaire, involontaire, c'est, comme vous l'avez dit, on perd YouTube, mais on va pas chercher ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà, les choses, d'ailleurs, notre société est faite pour nous saturer d'informations. Surtout, je vous en supplie, éteignez votre télévision, ne regardez plus tous ces... Écoutez, moi j'ai vu Dieudonné, il avait 400 000 abonnés, on peut vérifier, hein. Il avait 400 000 abonnés sur YouTube, et j'ai regardé récemment, il y a peut-être une semaine ou deux, sur Odyssée, il avait 3 000 et quelques abonnés. Donc si vous voulez passer de 400 000 à 3 000, bon après c'est vrai qu'il a des abonnés payants, bon il a d'autres, il met ses vidéos aussi sur d'autres plateformes, mais quand même, je veux dire, c'est quand même impressionnant, hein, aussi, et quand même Dieudonné qui est quand même très connu, très talentueux, donc si vous voulez, il y a quand même une paresse. Ce n'est pas la faute des censeurs seulement, non, c'est la faute... du public aussi, voilà. Du public. Il faut quand même nous avons aussi ce que nous méritons. Absolument. Hein, voilà. Si notre servage est là, c'est parce que nous le laissons avancer. Donc il y a quand même, une forme quand même de paresse. Et de lâcheté aussi. Aussi, donc c'est pas simplement les censeurs. Je crois qu'il faut avoir le courage de le reconnaître. On ne va pas se plaindre à outrance. Non. Cesser d'écouter, enfin c'est hallucinant, France Inter, les matinales. On ne parle que de ça. De toute façon, ça fait plus d'1 an qu'on ne parle que de la pandémie. Alors, je ne sais pas comment les gens font pour ne pas en être quand même lassés, mais lassés à outrance. Quand j'ouvre une télévision, au bout de 30 secondes, je la referme, en insultant d'ailleurs ceux qui parlent la plupart du temps, parce qu'ils sont incultes, ils disent n'importe quoi, ils sont sous-informés, ils parlent souvent un mauvais français, la plupart du temps même. Plus personne ne fait l'effort de rien, mais je vous en supplie, éteignez vos télévisions. Puis c'était la vivre sur scène. Respirez. Et puis de toute façon, on parle toujours du grand remplacement à juste titre, mais le grand remplacement... Il est déjà fait. Dans les médias audiovisuels, il y a longtemps qu'il a été fait, le grand remplacement. Le grand remplacement, on ne voit plus un Français dans les médias audiovisuels. C'est quand même frappant. Dans les débats, c'est frappant. Dans les débats, c'est frappant. Ce sont des gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, ou moins d'Afrique subsaharienne, mais beaucoup d'Afrique nord-saharienne, ou du Proche-Orient. Enfin, il y a tout, mais il y a plus, ou quasiment plus. Si, il y a de temps en temps un pauvre Yvan Rioufol qui essaye de... bien que très sioniste. Pardon ? Bien que très sioniste. Oui. Ultra-sioniste. Bon, alors, oui, mais c'est pour ça, donc... C'est pour ça qu'il est accepté, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça qu'il est accepté. Il faut quand même montrer patte blanche, avoir un passeport, c'est comme Génération Identitaire. Bon, ce qu'ils vont sur les migrants, c'est bien, mais moi, par exemple, je ne serais jamais invité, non plus que Soral, Dieudonné ou d'autres, ou Rissen ou Benedetti ou d'autres. Oui, on ne serait jamais invité chez Hanouna. Je veux dire, c'est ça la différence. Il a invité Poisson récemment. Qui ne nage pas en eau trouble. Pardon ? Qui ne nage pas en eau trouble. Non, il est entre deux eaux. Et puis, il a invité aussi Lalanne. Dites-moi un mot sur Lalanne, un peu. Dites-nous plutôt que... écoutez, je ne suis pas spécialiste de la question. Moi, c'était un chanteur pour Midi. C'était un chanteur pour Midinette. Vous avez entendu son appel. Oui. Il est passé, il a été interrogé par François. Il a fait bonne figure, d'ailleurs. Oui, non, mais bon, il a fait preuve dans l'affaire d'un certain courage. Il faut toujours saluer le courage, d'où qu'il vienne et quel qu'il soit. C'est sûr. Ouais. Bon, alors, Jérôme, un mot de conclusion. Nous écoutions à l'écoute du 47e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, ce vendredi 29 janvier de l'an de disgrâce, je dis bien de disgrâce, 2021. Jérôme, pour ne pas conclure, à vous la parole.
Bien, je crois qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de courage, de patience. Le maréchal Pétain disait d'ailleurs que la patience était la forme la plus accomplie du courage, parce que on risque de vivre des heures sombres dans les semaines et les mois qui viennent tout particulièrement, et on a l'impression d'être dans un long tunnel dont on ne voit pas le bout. Hein. Mais on connaît aussi l'adage que c'est la nuit, au milieu de la nuit, au plus profond de la nuit, qu'il est beau de croire en la lumière. Et ce qui nous importe, en tout cas, c'est de faire notre devoir d'État. Notre devoir d'État, eh bien, c'est de débusquer le mensonge, de dire la vérité et d'essayer de maintenir dans ces ténèbres épaisses, dans ces ruines qui nous entourent, la flamme de la vérité, de l'espérance. Et malgré tout, à la plus fine pointe de l'âme, malgré la tristesse qui nous entoure et que peuvent nous causer ces événements tragiques ou dramatiques, eh bien, à la plus fine pointe de l'âme, une forme quand même de joie, parce que c'est la joie de défendre la vérité, la joie quand même de l'amitié. C'est très important de renforcer dans ces moments difficiles les contacts, donc faire se peut, même si tout est fait pour que ce soit rendu plus difficile. Et le problème, c'est que aujourd'hui, le virtuel qui domine, ça n'est quand même pas le réel. Même un Skype, même un Zoom, ça n'est quand même pas la même chose qu'un contact physique finalement avec les gens. Hein. Ça n'est pas du tout pareil. Moi, je dois dire personnellement que j'ai probablement dans ma vie appris davantage dans les contacts humains, y compris avec vous, cher Jean-Michel, que dans des livres. Alors, les livres, c'est important, mais je crois que le contact humain dans des conversations avec des gens qui sont intéressants, qui sont cultivés, qui vous font réfléchir, ça apporte beaucoup plus, parce que ça amène à réfléchir à un certain nombre de questions auxquelles on n'avait pas forcément pensé en profondeur. Ça ouvre sur d'autres problématiques, sur d'autres questions, et les échanges dans la vie, c'est quand même un des plaisirs de la vie, il faut dire, surtout si on l'agrémente d'une petite tasse de café, d'une petite madeleine, bon, mais il est certain que... et pas forcément celle de Proust. Non, qui n'est pas forcément celle de Proust. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même très important. Et donc, il faut absolument maintenir, donc faire se peut, ces éléments de contact, de convivialité, d'amitié, car le nationalisme, c'est aussi, pas seulement, mais c'est aussi une amitié. Oui, le patriotisme. Merci infiniment, Jérôme, pour ces paroles d'espoir, ces paroles lumineuses. Vous avez fait allusion au devoir d'État. Alors, c'est une notion, je ne sais pas si elle est véritablement occidentale. Le devoir d'État, c'est le devoir de notre condition d'homme, de ce que nous sommes. Le devoir d'État d'un sabotier, c'est de faire de beaux sabots. Le devoir d'État d'un paysan, c'est de faire du beau froment, par exemple. C'est une notion qui vient de la Bhagavad Gita, qui est un livre fondamental que Contre-Culture rééditera peut-être toujours. Il faut saluer chez Contre-Culture la réédition dans de très très belles éditions d'ailleurs, qui sont des éditions collector, dirait-on aujourd'hui, des Eddas. Ces mythologies du Nord, mais surtout aussi de l'Odyssée et de l'Iliade, parce que vous avez dit que le dialogue était enrichissant en personne, mais il doit aussi s'appuyer, s'enraciner dans ce dialogue avec les anciens, et ce qui ne peut se faire qu'à travers leurs œuvres et leurs chefs-d'œuvre. Donc les Eddas viennent d'être édités dans cette très très belle édition qui avait vu précédemment paraître l'Odyssée et l'Iliade, que je vous engage à acquérir chez Contre-Culture. Ce sont des livres fondamentaux en attendant qu'on ait l'Énéide de Virgile, ce qui ne saurait tarder, ou l'Enfer de Dante, mais surtout l'Énéide de Virgile. Voilà, nous étions le 29 janvier, le 47e édition. On vous donne rendez-vous et n'hésitez pas à nous écrire aussi, à mettre des commentaires sous la vidéo pour nous encourager. Et nous fêtions aussi le 70e anniversaire de Rivarol, auquel je ne saurais trop vous recommander de vous abonner et de soutenir. Lisez-le, diffusez-le, soutenez-le. C'est le dernier petit bastion d'une pensée un peu libre dans ce pays. Il n'est pas parfait, bien sûr, mais il a le mérite d'exister et surtout d'avoir perduré à travers le temps, d'avoir traversé, comme disait Balthazar Gracian. Lire Balthazar Gracian aussi, c'est essentiel. Ce jésuite espagnol du XVIIe siècle, qui disait il faut, pour arriver au centre de l'occasion, c'est-à-dire du momentum historique, il faut traverser la longue carrière du temps. Et je terminerai en disant que Rivarol me fait penser un peu à ce début de la guerre du feu de Rosny Aîné. La guerre du feu, on voit une tribu préhistorique qui erre dans la nuit, dans les marais, avec un petit réceptacle tenant une braise
le feu qui a été détruit et que nous devons entretenir dans nos esprits et dans nos âmes et surtout dans nos cœurs. Et c'est ce que fait Jérôme Bourbon et il faut l'en remercier avec beaucoup de chaleur. À très bientôt, toutes et tous. À très bientôt, au revoir.